aujourd'hui un chapitre de Naruto qui est sorti et autant dire que je m'attendais à du lourd sur ce combat, vraiment du lourd, et j'ai été agréablement surpris parce que ce chapitre aussi m'a un peu rappelé les premiers chapitres de Naruto, parce que quand j'avais commencé ça, ça a commencé quand d'ailleurs Naruto, je sais même plus, mais il y a très très longtemps quand j'étais encore un môme, et bah à l'époque je lisais ça parce que ça mélangeait des petits moments bien sérieux avec des combats bien sérieux avec des ninjas, waouh c'était trop cool, et aussi des petits trucs bien amusants, un petit côté bien comique manga qu'on avait par exemple lors du combat entre Naruto et Gaara la première fois, avec par exemple les 1000 ans de douleur, vous savez, les 1000 années de souffrance là, avec les doigts dans le cul, alors qu'au final c'était pour poser un kunai explosif et pour pouvoir justement le toucher dans une zone où il était très vulnérable. Vous voyez, donc en fin de compte c'est débile, mais ça a marché. Et bien ici c'est pareil, on a donc un duo Sasuke et Naruto qui combattent donc la déesse donc Kaguya. Et je m'étais dit, putain, ça va exploser du Rasengan légendaire avec du Amaterasu, je sais pas de quel niveau là. Et effectivement, c'est ce qu'on a eu. Donc on a eu un petit moment où Naruto avait une sorte de technique. Ils ont tous les deux une technique de saut qui visiblement est celle qu'ils avaient plus ou moins entamée avec Madara. Donc les deux qui posent leurs mains sur elle certainement. Et pour ça, ils ont besoin d'une ouverture. Et donc dans le chapitre 10, qu'est-ce qu'on entend? On entend Naruto s'entraîner sur une technique secrète. Sur une technique plus que le Rasengan encore. Et malheureusement, j'ai eu ce petit sentiment. Attends, une technique où il s'entraîne encore plus que le Rasengan? Ouais, non, ça, je pense pas que ce soit une technique futon ou une connerie comme ça. Non, à mon avis, ça doit être certainement un truc débile et marrant. Et effectivement, c'est le cas. On nous a sorti une sorte de harem no jutsu, mais avec des mecs. Alors, visiblement, je me suis dit, bon, voilà, c'est Naruto, voilà. Et quand on a un personnage qui dit, putain, mais idiot, ça va pas marcher, en général, la règle dans les shonen, c'est qu'une technique qui justement est justement censée ne pas vraiment fonctionner selon les spectateurs, en général, fonctionne toujours. Qu'est-ce qu'on a eu? On a une Kaguya qui était visiblement très surprise. Je pense pas qu'elle était très intéressée par les hommes qui étaient dans elle. C'est surtout le fait qu'elle était surprise que dans un combat à mort pour le destin de l'humanité, on ait justement une technique aussi, une technique grivoise comme une technique de batifolage, je sais pas quelle technique, comme le disait la version française dans les mangas. Mais voilà, donc on avait ce genre de conneries là, et moi j'étais franchement assez j'étais assez surpris, comme quoi effectivement Naruto, comme le disait Kakashi, est bien le ninja le plus imprévisible, hein, qui aurait pu penser qu'ils allaient nous sortir une technique aussi débile que ça. C'est comme, bon, il y a débile et débile, hein. C'est comme si, je sais pas moi, Kakashi invoquait Pakun s'il combattait Madara, je dirais aucun sens à ça, parce que ça c'est débile par contre. Mais là Naruto c'est débilement intéressant, débilement intelligent, genre il a besoin d'un truc pour créer une ouverture, bah il fait un truc imprévisible qui surprend l'adversaire, bah peut-être pas au point de l'impressionner, mais au point de se dire putain mais il est con en fait. Voilà, donc en gros Naruto est resté lui-même, hein. Voilà, on a eu beaucoup de phases où on disait attends Naruto il a mûri. Naruto il a mûri. Hein. Et ça le problème quand on a un personnage, c'est qu'on peut pas rendre le personnage trop mature et trop sérieux, parce que sinon ça dénature l'essence même du perso, parce que voilà, Naruto il a connu la mort de Jiraiya, il a connu beaucoup de choses. Vous savez, un héros de shonen en général, il y a toujours ce petit côté amusant, vous savez, ce côté où il sourit, où il rigole, malgré le fait qu'il est passé par plein d'étapes qui l'ont rendu plus mûr et plus sérieux. Mais il a passé beaucoup de moments très durs, mais il reste en fin de compte cet ado, ce jeune homme qui est très qui est prêt à s'amuser, à sourire, à rigoler quand il le faut, même en plein combat. Hein. C'est ça qui fait justement un très bon contraste, comme dans le manga One Punch Man, mais bon, ça je vais pas en parler, dans le manga où le héros, justement, alterne des moments où il est très sérieux avec un visage tout à fait normal, avec justement un visage où celui-ci est en train de rigoler. Par exemple Naruto, là vous pouvez le voir très facilement, c'est lorsque Naruto a ses yeux en lame de rasoir, donc avec des bêtes traits, et après il a les yeux totalement ouverts et bien sérieux. Là vous pouvez faire la différence. Et quand justement il a des yeux tout fermés comme ça à la chinois, et bien justement là vous savez que Naruto il est en mode ouais je rigole, je sais pas trop ce que je fais. C'est un peu ce petit côté amusant. Et ben là ici, depuis un petit moment justement, le fait est que Naruto ait gardé son visage bien sérieux, il était tout sérieux en disant ça, alors qu'il nous sort justement une technique totalement débile. C'est ça qui rend la chose assez drôle, et moi personnellement j'avais bien rigolé. Bref, sur le reste du chapitre, qu'est-ce qu'on a aussi? On a le clone de Naruto, ouais, le dieu. C'est parce que pour moi dans le chapitre aussi, le véritable dieu dans l'histoire c'est Naruto. Le mec il peut redonner la vie, il recréer un œil, limite il va recréer une jambe à Guy comme j'avais prédit, mais bon là il a pas encore fait, mais je prédis qu'il va faire ça. Et là qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il met sa main sur Obito qui était laissé pour mort, et Obito il est là, donc il est encore en vie. Donc Obito est encore en vie ou sur le bord de la mort, mais bon comme Naruto a souri, j'imagine qu'il s'est senti capable de le faire. Hein. Naruto qui se sent capable de faire plein de trucs ces temps-ci, donc il est capable de mettre sa main là, voilà, venez laisser les handicapés chez moi, je vais tous les soigner. Donc Naruto qui s'improvise le Messie, le véritable Messie. Et qui donc sauve Obito. Alors pourquoi sauver Obito? Pourquoi c'est intéressant? Je veux dire, pourquoi il ne les laisse pas mourir? Je veux dire, ok, Naruto, tu comprendras, Obito, voilà, il a fait des erreurs, il s'est racheté, il a eu son moment de rédemption, vite fait en te sauvant la vie. Et voilà, c'est bon, c'est terminé, pas la peine de le ramener à la vie. Sinon, il pourrait ramener à la vie aussi plein d'autres personnes, je sais pas, moi, il y a plein d'autres gens qui mériteraient aussi d'être ramenés à la vie. Maintenant, est-ce que c'est indéfini? Est-ce qu'il peut faire comme il veut? Je ne sais pas. Bref, je ne sais pas jusqu'où va cette technique, ou alors, de manière évidente, on pourrait supposer que Obito était sur le point de crever, et que là, il a sauvé juste avant, mais bon, rien n'indiquait cela, parce que techniquement, Obito était mort depuis le moment où il a ramené Madara à la vie, et que la seule chose qui le maintenait en vie, c'était Zetsu, le Black Zetsu, le Zetsu noir, et que comme Zetsu noir s'est cassé chez Kaguya, bah, de manière logique, Obito devait crever. Donc pourquoi est-ce que là, on pourrait sous-entendre qu'il est encore en vie? Non. Alors ce qu'on pourrait dire, c'est que Naruto a ramené à la vie quelqu'un, et qu'il a ce pouvoir-là.
Voilà. Naruto est capable de ramener quelqu'un à la vie juste en posant sa main dessus. Non mais sérieusement, je veux dire, je trouve ça un peu cheaté parce que j'aurais aimé qu'on nous dise oui ok d'accord, le fait que Zetsu Noir soit resté longtemps attaché avec Obito lui a permis de supporter le truc, la mort, je sais pas quoi, là, bref. Ou alors c'est parce qu'il avait un Rinnegan qu'il a survécu un peu. Enfin non, ça n'a aucun sens ça, parce que Nagato lui est mort en utilisant ça. Donc voilà, je comprends pas trop où on veut en venir. Là, ce que je me pose maintenant comme question, c'est surtout pourquoi, quel intérêt scénaristique a-t-on de laisser Obito encore en vie? Parce qu'en fin de compte, c'est le manga de l'auteur et les personnages agissent comme le veut l'auteur. Alors quel est l'intérêt pour l'auteur de laisser Obito en vie? Alors, la première chose, c'est que peut-être pour une fois un méchant qui survit, parce que, enfin méchant, un gentil méchant qui est redevenu gentil. Enfin non, un gentil qui est devenu méchant, qui est redevenu gentil, qui restera gentil à la fin, en fin de manga, même s'il a été méchant. Donc moi je me suis dit pourquoi pas, ok d'accord qu'on laisse un gentil vivant. Mais juste pour ça, non, parce que le monde entier va le détester. Ou alors ce sera un gros défi de dire, d'accord, le monde entier doit le pardonner, et c'est là la première étape de la rédemption du monde entier, enfin du pardon, pour briser la chaîne de la haine, je sais pas quoi. Mais non, pour moi la chaîne de la haine, tout ça, la tradition, la malédiction, c'est vraiment, ça se joue entre Naruto et Sasuke. C'est entre ces deux-là que va se jouer cette malédiction, parce que si les deux font la paix, la malédiction sera terminée. Mais bon, là, au lieu de faire justement un truc symbolique où le combat final aurait dû être justement ces deux-là, j'aurais préféré en fait qu'on ne balance pas des Kaguya, tout ça, parce que là, alors qu'au départ on avançait dans le manga, genre on s'intéresse aux descendants, là on est vraiment allé dans le sens inverse, là on s'est intéressé plutôt aux ancêtres, et là au lieu de justement aller dans le futur et régler tout le problème avec le combat final Naruto et Sasuke, les Senju, les Uchiwa, tout ça, on est revenu en arrière et on s'est dit, non, là maintenant on va s'attaquer à l'origine du problème, qui en même temps est l'origine de tous les problèmes du monde entier. Et donc, je préférais la première version parce qu'au début du manga, ça allait dans un sens où on se dirigeait vraiment avec, oui, voilà, Naruto et Sasuke, c'est les héritiers Uchiwa, Senju, machin. Et justement, ces deux-là, voilà, ils vont s'affronter, c'est là que va se jouer justement le destin. Alors que les rivaux Senju Uchiwa se sont affrontés toute leur vie, bon, même si Naruto et Uzumaki, ils sont plus ou moins liés, Uzumaki et Senju, bon, bref. Et c'est avec ces deux-là que va se jouer la fin du manga. Parce que les deux, au lieu de se tuer, s'entretuer ou que l'un tue l'autre, les deux vont rester en vie. Parce que les scénarios au final, c'était que les deux crèvent. Non, ils peuvent aussi tous les deux rester en vie. Et c'est ça le message final qu'aurait dû comporter pour moi le manga au final. C'est que voilà, il y a peut-être une chaîne de la haine. Mais bon, le premier pas justement pour la fin de tout cela, c'est le pardon et voilà, le fait qu'ils se pardonnent, c'est tout. Qui se pardonnent et qui s'acceptent et qui mettent fin à toute cette haine. Mais bon, là, c'est vraiment le combat plus... Allez, le combat plus que classique, vraiment on revient aux origines du mal et on détruit le mal, et voilà. Enfin le mal, allez, Kaguya en fin de compte n'est ni mauvaise, ni gentille, ni mauvaise en fin de compte, hein. Elle veut juste récupérer son chakra, mais bon par là elle va devoir tuer plein de gens. Voilà, donc en fin de compte ses intentions sont mauvaises. Bon, je vais pas faire le débat du oui, le bien et le mal n'existe pas, c'est juste une différence d'interprétation, blablabla, patati patata, ouais mais en attendant tu tues plein de gens pétasses. Bref, alors pour en revenir encore une fois au chapitre, Naruto Sasuke donc qui essaie d'en faire des petits enchaînements comme ça, mais Kaguya visiblement maîtrise les dimensions et peut donc altérer la réalité ou les transférer dans une autre dimension, une autre réalité, que sais-je. Parce que là ils sont passés d'un monde où il y avait plein de magma au même monde, parce qu'on remarque bien qu'il y a toujours cette petite habitation. Vous voyez la petite maison, je vous avais dit, il y a une maison sur une montagne, certains n'ont pas vu où. Là on peut bien la voir ici, c'est la même, pour moi c'est la même. Donc c'est le même monde, mais à la place de la lave il y a de la neige. Donc là je vois pas très bien ce qui se passe, parce que Kakashi demande, attends, c'est pas un genjutsu, là on dirait qu'elle alterne directement la réalité, ou alors c'est une autre dimension. Parce que si son pouvoir c'est alterner la réalité, c'est-à-dire qu'elle peut changer tout ce qu'il y a autour d'elle. Parce qu'il y a un pouvoir totalement OP, c'est une sorte d'Izanagi à volonté. Et je me dis, ouais, attends. Déjà qu'un Izanagi c'est capable de faire revenir un mort à la vie techniquement, enfin allez, oui techniquement, là excusez-moi mais bref. Je ne peux pas accepter ce genre de choses. Je préfère qu'on nous dise, voilà, on voyage à travers des dimensions différentes, genre une dimension où Naruto n'est jamais né, une dimension Sasuke n'est jamais né. Là, on va dans une dimension où à la place de là, bah, il y a eu de la neige. Voilà. Ça, c'est un truc, une sorte de monde parallèle, vous voyez, avec plein de trucs différents. Ça, c'est pourquoi pas. Imaginez qu'ils tombent dans une dimension où, dans notre monde, hein, ils vont se combattre dans une zone, dans le Tokyo actuel, dans le Tokyo du monde actuel, dans notre réalité. Imaginez, ce serait intéressant, ce serait vraiment très drôle à voir justement s'ils vont exploiter ça. Bref, la question que je me pose surtout, c'est comment ça se fait que Kaguya les a toujours pas shootés, les one-shotés. Parce que là, pour l'instant, Kaguya, quoi, elle peut éviter des attaques en ouvrant des portails dimensionnels, elle entre dedans, et elle peut carrément arracher Sasuke et le balancer dans une autre dimension histoire de séparer le duo. Alors pourquoi est-ce qu'elle a pas fait ça? Elle transperce directement Sasuke et elle se casse. Je veux dire, un méchant, s'il a les moyens de tuer quelqu'un, il faut le faire. Parce que là, elle remarque bien que les deux, ils ont le pouvoir et le potentiel de la buter. Mais bon, voilà, ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas. Donc, ils ont la technique. Ils ont la technique. Une technique pour sceller Kaguya. C'est la seule technique, ils vont pas la buter directement. La technique, c'est vraiment le sceller, parce que l'adversaire est tellement fort, ils pourront pas la buter. Donc là, c'est vraiment scellé. Parce que de toute façon, dans Naruto, tu tues quelqu'un, il reviendra d'une manière nulle. L'Izanagi, les Tensei, le Rin Tensei, il y a tellement de conneries comme ça pour ramener les morts à la vie. Alors qu'avant, c'était, ouais, mais les techniques pour ramener les gens à la vie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Chio, regarde, Chio, c'est la seule qui est capable de faire une technique de résurrection. Ouais, quelques chapitres plus tard, après, on a le Sharingan qui permet de altérer la réalité, à survivre à des trucs. Après, on a, ouais, mais en fait, on a les Tensei d'Orochimaru, faut pas tout oublier non plus. Ouais, mais attends, le Rinnegan donne le pouvoir de la métempsychose. Ouais, bon, vous voyez à quel point le Kishimoto en même temps
vraiment loin pour ramener vraiment des éléments qui sont du passé. J'aurais préféré qu'on s'intéresse plutôt à des adversaires du futur et pas nous ramener des adversaires du passé. Parce que c'est uniquement ça que dans cette guerre était vraiment c'était ça la guerre surtout, c'était combattre le passé. C'est vraiment se charger en fin de compte, c'est vrai que c'est aussi pas mal comme idée parce que au final la Grande Guerre Ninja c'est un combat contre tout le mal accumulé dans le passé. C'est un combat contre tous les ancêtres qui ont fait des conneries et pour apprendre d'eux pour créer un meilleur futur. Ça c'est la seule image et l'intérêt principal d'avoir ramené des Tensei qu'on n'a même pas vu combattre totalement et qui c'était même pas une si bonne idée que ça parce que c'était pas très bien exploité. On a juste vu des combats qu'on vite fait contre les gars les ninjas du Kiri là, machin, les CTPistes du Kiri vite fait. Je pensais qu'on allait s'intéresser plus là-dessus à ces CTPistes là qu'on n'a même pas eu le temps de tous voir. Bah même pas. Enfin voilà, vous voyez vraiment que cette grande guerre au final elle devait promettre plein de trucs intéressants, le fait par exemple de ramener Azuma, tout ça, je veux dire, quel intérêt de nous montrer le combat contre Azuma? On sait bien que le Inoshikacho, là, machin, ce groupe là, ils sont mûrs, ils sont matures, ils auraient même pu mûrir limite avec la mort la mort du père de Shikamaru et de Ino. Shoji lui c'est déjà fait. Je veux dire, on s'en fout de ça. Pourquoi avoir gaspillé autant de chapitres, par exemple, ce combat-là? Bon, je reviens, c'est un truc qui s'est passé il y a longtemps, mais quand même, ça, c'est un truc qui m'a dit. Bref, petit aparté que j'ai fait, mais sur ce chapitre aussi, en général, voilà, c'est un chapitre de combat qui va certainement durer encore 5 ou 6. Sakura et Kakashi qui sont toujours spectateurs et qui regardent des choses, je sais pas ce qu'ils vont faire exactement. Alors j'avais dit tout à l'heure, je m'étais demandé quel est l'intérêt d'avoir ramené Obito. Alors il est possible qu'avec Obito qui revienne à la vie, qui possède normalement peut-être ses deux Sharingan, je sais pas, il faut voir parce qu'il n'a pas ouvert les yeux depuis tout à l'heure, mais s'il possède les deux Kamui, on pourra peut-être voir le full potentiel des Kamui réunis. Parce que là on les a vus séparés avec Kakashi et Obito, mais peut-être qu'avec les deux, il peut lui aussi voyager à travers des dimensions différentes et peut-être sauver Sasuke et le ramener. Ça ce sera intéressant vu qu'il peut traverser, il peut aller à la dimension Kamui avec un œil, et ben peut-être qu'avec les deux il peut aller dans d'autres dimensions. Hein, et peut-être aller justement sauver Sasuke qui est allé dans une autre dimension qui est dans un désert, je sais pas trop. Et voilà, parce que bon, le combat maintenant va être un peu plus intéressant, les deux sont séparés, alors qu'est-ce que va faire Kaguya? Peut-être un Kagebunshin et les deux vont se combattre avec. Je sais pas trop, ce serait peut-être sympa. C'est vrai que le combat duo ça commence à me saouler avec Madara, puis Tobi, voilà. Non, je préfère vraiment des combats de 1 contre 1 pour voir un peu ce que peuvent faire les deux solos. Voilà. Sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Naruto qui aura peut-être un peu plus de développement au niveau de Sasuke. Un petit développement au niveau de Sasuke, peut-être voir aussi ses intentions, parce que comme l'avait dit Kakashi, c'est quoi son but au final? Il veut faire un nouveau village, changer le système, mais au-delà de ça, comment il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ça on connaît pas trop, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans sa tête, et j'ai hâte de voir ce qu'il veut faire. Sur ce, on se retrouve effectivement, comme je l'ai déjà dit encore une fois, la semaine prochaine. Bonne journée, et la foire question, bah elle arrive, elle sera publiée, je crois, cette semaine-ci normalement. Vu qu'elle est déjà prête, mais j'attends un peu que ce soit le bon timing avec les vidéos de Fairy Tail qui aussi arriveront vendredi, tout ça. Voilà, sur ce, bonne journée.